OK. Je pense que je vous ai OK. Je vous ai tous appelés là, donc c'était plus facile. Très bien, Laetitia. OK. Merci beaucoup pour, voilà. OK, J'ai mon verre ici. c'est bon. Il manque juste Pascal, puis, hop, on a perdu Pascal. Ah, yeah. Donc c'est bon. Okay. Bonjour à tous. OK. On, on pouvait... Est-ce qu'on va attendre quelques minutes avant de débuter? Je pense qu'on peut aller. Les autres se joindre? OK. Oui. OK, parfait. Allô tout le monde. Je vais m'introduire après. Donc, je vais commencer mes petites diapos. Je vais être votre hôte aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi, je vais faire de la lecture pour m'assurer de dire les bonnes choses au bon temps. Mais on va avoir une bonne session aujourd'hui. Merci de vous être joints à nous. Donc, bienvenue à l'atelier du projet Impact Climat de CICAN, Collège et Institut Canada, qui a pour but de promouvoir le volume 2 de notre rapport Meilleures pratiques en carboneutralité et autochtonisation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter les membres de nos cohortes 1 et 2 pour notre atelier sur les meilleures pratiques en carboneutralité et la réconciliation axée sur la technologie. Je voudrais commencer par reconnaître le territoire sur lequel nous nous situons. Je vous invite, si vous le connaissez, à inscrire les terres ou territoires sur lesquels vous nous rejoignez dans la zone de clavardage. CICAN reconnaît que nos bureaux, situés à Ottawa, se trouvent sur le territoire non cédé et non transféré de la nation Anishinaabe-Algonquin, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. CICAN reconnaît les Algonquins comme les gardiens et défenseurs coutumiers du bassin versant de la rivière des Outaouais et des tributaires. Nous honorons leur longue histoire d'accueil de nombreuses nations sur ce beau territoire et soutenons et mettons en valeur la voix et les valeurs de notre nation hôte. De plus, CICAN respecte et affirme les droits inhérents et les droits issus des traités de tous les peuples autochtones sur cette terre. CICAN a pris et continuera de respecter les engagements en matière d'autodétermination et de souveraineté que nous avons pris envers les nations et les peuples autochtones. CICAN reconnaît l'oppression historique et actuelle des terres, des cultures et des peuples autochtones que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canada et croit fermement que l'éducation contribue au processus de guérison et de décolonisation que nous partageons tous ensemble. Je suis, comme j'ai dit, votre hôte aujourd'hui. Oui, mes cheveux sont très différents que dans ma photo, mais c'est la même personne. Mon nom est Dina McNeil et je suis la directrice des opérations et performances au sein de CICAN. Je suis accompagnée aujourd'hui de 3 présentateurs-présentatrices provenant de 3 de nos collèges membres. Tout d'abord, notre première panéliste, Chantal, qui nous parvient du Collège de Bois de Boulogne, nous parlera de son projet axé sur l'alimentation. Par la suite,
L'ANCHI du Collège La Cité présentera un projet principalement axé sur les matières résiduelles. Pour notre dernier laboratoire de vie sur le campus, nous découvrirons le projet du Collège du Vieux-Montréal qui s'est concentré principalement sur les bâtiments écologiques et gestion des terres. Ceci sera présenté par Pascal Labonté. Tout d'abord, j'aimerais vous faire part de nos conclusions et vous présenter brièvement les caractéristiques d'un laboratoire vivant sur campus. Nous espérons que vous et votre institut serez inspirés de lancer votre propre laboratoire vivant sur campus. Bien qu'il s'agisse de la dernière cohorte de notre projet, nous cherchons des moyens de financer d'autres laboratoires vivants. Nous allons aussi publier le volume 2 des meilleures pratiques cet automne, dans l'espoir que ceci sera une ressource suffisante pour vous permettre de lancer vos propres laboratoires vivants. Si vous souhaitez consulter notre premier rapport, vous pouvez le faire à partir du lien que Laetitia ajoutera dans le chat. Les laboratoires vivants sur le campus ne sont pas seulement des projets visant à réduire les gaz à effet de serre, mais ils cherchent aussi à sensibiliser les étudiants et la communauté au changement climatique et à inspirer des actions. Pourquoi ces initiatives ont-elles été lancées dans des collèges? Explorons cela plus en détail. Le changement climatique est un phénomène pernicieux, d'une grande complexité, et il se révèle difficile à bien comprendre pour plusieurs raisons. Premièrement, il engendre des modifications géophysiques qui interagissent dans un système de rétroaction complexe, rendant ainsi la prévision particulièrement délicate. De plus, il implique un grand nombre de systèmes interconnectés qui modifient le comportement de divers organismes, chacun ayant un rôle à jouer, ce qui complique encore la compréhension de la situation. Le changement climatique touche à de nombreuses disciplines scientifiques variées, ce qui rend sa communication difficile. Les impacts et les solutions s'inscrivent dans des systèmes géopolitiques et socio-économiques complexes, rendant la mise en œuvre de solutions à grande échelle particulièrement ardue. Pour couronner le tout, la vaste portée et l'omniprésence de ce problème rendent difficile notre compréhension individuelle de notre contribution au changement climatique et des moyens d'agir. Cependant, il est essentiel de souligner que malgré la complexité, cela ne doit pas nous décourager ou nous empêcher d'agir. Un moyen efficace d'agir sur cette problématique est à travers la création de laboratoires vivants sur campus. Ces initiatives représentent non seulement des solutions relativement abordables pour réduire les gaz à effet de serre, mais elles favorisent également une large participation au sein de la communauté. Cet engagement collectif peut alors stimuler les comportements individuels. Ainsi, ces laboratoires vivants créent un lien entre la préoccupation face au changement climatique et l'action concrète. Ils ouvrent aussi la voie à des initiatives pour chaque individu, rendant le changement climatique une affaire pour tout le monde. Afin d'essayer de simplifier la voie à suivre pour l'action climatique, les projets sont classés en 5 thématiques. Par exemple, les projets peuvent avoir pour thème principal la gestion des matières résiduelles, mais ces projets peuvent se concentrer aussi sur l'alimentation afin de réduire les matières résiduelles alimentaires dans le cadre d'une approche préventive. Par exemple, en réduisant les portions, en introduisant des contenants réutilisables ou en envisageant des options de compostage. Ce type d'approche est circulaire et vise à réduire le gaspillage des ressources et les matières résiduelles en général, en examinant les possibilités d'améliorer l'efficacité ou de réutiliser les matériaux et les ressources en amont et en aval de l'objectif du projet. Nous vous encourageons d'aborder des différents thèmes pour une approche plus globale de la réduction des gaz à effet de serre. Il n'est pas nécessaire de rester dans les 5 thématiques présentées ici. Vous vous demandez donc peut-être quelle est la place des laboratoires vivants sur les campus. Les laboratoires vivants sur les campus permettent à nos membres d'expérimenter des solutions en pilotant ou en développant des concepts qui s'appuient sur une variété d'initiatives ou qui font appel à de nombreux collaborateurs ou qui peuvent encore être considérés comme nouveaux en termes de technologie ou de concepts. Les laboratoires de la cohorte 1 nous ont permis de tirer de nombreux enseignements précieux que nous avons essayé d'approfondir avec les membres de la cohorte 2. La cohorte 2 a approfondi ces enseignements, ce qui a permis d'obtenir encore plus de succès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de sensibilisation, et donc de renforcer l'action en faveur du climat et la réconciliation. En tant que secteur postsecondaire comptant plus de 700 campus à travers le Canada,
Notre potentiel pour favoriser un changement réel au niveau des instituts et des individus est immense. 15 projets ont été capables de mesurer leurs gaz à effet de serre durant leurs activités. Nous avons constaté une action collective de réduction des gaz à effet de serre de 34 tonnes métriques. Et lorsque nous incluons la séquestration du carbone, nous avons été en mesure d'empêcher 1234 tonnes métriques de CO2 d'entrer dans l'atmosphère. Imaginez des projets de ce type sur tous les campus. L'action combinée et la réduction globale des émissions de carbone valent l'investissement. 20 projets ont évalué leur engagement au cours de l'année d'activité. Ces projets ont donné lieu à près de 3,4 millions d'interactions en matière de sensibilisation. Les membres des deux cohortes ont été très actifs. La cohorte 2 a eu au moins 18 759 interactions en personne et au moins 2,7 millions d'interactions en ligne ou dans les médias. Nous allons maintenant faire jouer quelques vidéos de projets de la cohorte 2. Par la suite, nos présentatrices et présentateurs nous feront part de leurs projets. La première vidéo est seulement en anglais, donc on va garder le son un peu plus bas, mais les sous-titres sont en français sur l'écran. In 2023, as a part of a CICAN Impact National Demonstration Project, Dawson purchased 20,000 red wiggler worms to help chew through organic waste produced by the college cafeteria. This project will add to the 52 tons of organic waste composted in recycling stations throughout the college that reduce our greenhouse gases by 19 tons. The worms eat organic waste such as non-meat food scraps, cardboard, and paper towels in specially designed worm bins. Their droppings, called worm castings, are a high-grade fertilizer that will be harvested by volunteers and used in the rooftop gardens, as well as a newly established native plant nursery. This waste-to-food process produces vegetables that are sold at the weekly Dawson Market or donated to a local organization dealing with individuals who are houseless. Using worms demonstrates a nature-based solution and furthers Dawson Living Campus objectives to reconnect people, community, and nature. Le programme technique d'aquaculture du Cégep de la Gaspésie et des Îles est donné au campus de Grande-Rivière à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Ce programme comporte un module d'élevage de poissons en eau douce d'une durée d'1 an. Pour enseigner les cours du module, l'EPAC maintient un lot de truites durant l'année scolaire. La production de truites débute en septembre par le transport d'un lot d'environ 250 ondes de fontaine ou ombles chevalier autour de 30 grammes et d'un lot d'environ 25 géniteurs entre 800 grammes et 1 kg. En mai, vers la fin du cycle de production, les poissons sont répartis en 3 bassins. Chaque bassin est muni de 2 drains. Il y a un drain dans le fond qui accumule les rejets solides décantables qui sont vidangés à chaque matin. Il y a aussi un drain de surface pour la circulation de l'eau dans le système. L'eau qui quitte les bassins est acheminée vers un système de filtration qui permet de se débarrasser des déchets solides en suspension. Les rejets du système sont donc composés 1. Des vidanges quotidiennes des bassins, qui sont les rejets les plus concentrés, et 2. Du contre-lavage du filtre mécanique à tambour, qui est un rejet plus dilué. En plus de la production piscicole éducative du cégep, l'EPAC a aussi une serre qui abrite un système aquaponique dans lequel sont élevés des écrevisses et sont cultivés des fines herbes, certains légumes et quelques plantes exotiques. Les rejets des écrevisses servent d'engrais pour la croissance des végétaux dans ce système. Pour combler les besoins en éléments nutritifs, une partie de l'eau de contre-lavage du filtre à tambour du système piscicole est aussi acheminée vers la serre. Cependant, les vidanges quotidiennes des bassins de poissons, qui sont beaucoup plus concentrés en matière organique, ne sont pour l'instant pas valorisées. En hiver 2022,
Dans le cadre du cours Aquaculture et environnement de la formation technique d'aquaculture, les étudiants et les étudiantes ont récupéré la vidange matinale d'un bassin qu'ils ont transvidé dans un récipient opaque fermé avec aération. Le but était de tester un système de minéralisation des rejets à petite échelle. La minéralisation de la matière organique des rejets est un processus naturel où des bactéries convertissent la matière organique en éléments dissous, tels que le phosphore dissous et différentes formes d'azote, qui peuvent par la suite être assimilés par les végétaux. Le test réalisé sur une période d'1 mois avait permis d'augmenter d'environ 7 fois la concentration en phosphore dissous et d'environ 15 fois la concentration en nitrate, comparativement aux rejets non minéralisés. Pour mettre en place un tel système dans la serre, il faut cependant optimiser le système présentement en place. Les rejets de vidange qui sont concentrés en matière en suspension doivent être stockés dans des bassins avec une bonne oxygénation et une bonne agitation. Pour l'instant, le réservoir en place dans le système d'aquaponie a un fond plat qui ne permet pas un brassage homogène et qui favorise pour l'instant l'agglomération des particules dans des coins, créant ainsi des zones mortes anoxiques. Il faut donc des réservoirs à fond conique qui permettent un brassage uniforme avec une aération dans le fond. Il y aura un bassin qui servira à la minéralisation et l'autre bassin au stockage de l'effluent minéralisé filtré qui pourra ensuite être progressivement ajouté au système aquaponique. Excellent, merci. J'aimerais maintenant présenter un exercice auquel vous pouvez tous participer aujourd'hui et qui, nous l'espérons, vous aidera à démarrer votre propre laboratoire de vie sur votre campus. Nous avons rempli la feuille d'exercice avec les projets de nos panélistes et nous vous invitons à y ajouter vos propres idées de projets. Si vous avez des questions, nous pourrons y travailler en groupe suite à la présentation de nos intervenants. Donc, veuillez accéder au lien pour l'exercice que Laetitia va laisser dans le clavardage et pendant les présentations, vous pouvez assez vite partager vos idées de projet qu'on peut regarder ensemble par après. N'oubliez pas de consulter notre rapport qui sera publié cet automne et qui mettra en lumière les réussites et les meilleures pratiques de nos 20 projets terminés à ce jour. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter 3 intervenants provenant de 3 membres différents. Si vous avez des questions par rapport aux présentations qui s'en viennent, n'hésitez pas de les ajouter dans le chat ou dans la boîte de clavardage. Les présentateurs peuvent répondre aux questions suite à leur présentation ou à la fin, c'est comme vous voulez. Donc, je cède maintenant la parole à Chantal, qui nous parvient du Collège de Bois de Boulogne. Chantal, à toi la parole. Merci, Dina. Donc, bonjour, mon nom est Chantal Nunez, je suis enseignante en biologie et je suis également chargée de projet, dont le projet d'innovation sociale qui vise à mettre en place une infrastructure aquaponique. Donc, je vais me permettre dans les prochaines minutes de vous présenter globalement ce projet et puis un peu comment on en est arrivé à celui-ci, puis là où on en est rendu. Alors, on peut peut-être commencer par une petite vidéo qui vous présentera une de mes anciennes étudiantes qui a travaillé au projet. Sciences, lettres et arts au collège. Salut, moi c'est Mathie et je suis une étudiante en sciences, lettres et arts au collège de Bois de Boulogne. Prêt à en apprendre sur un projet qui tente de réduire les enjeux environnementaux et agir pour la planète? Je vais te parler d'un projet passionnant et qui me tient vraiment à cœur en cours au collège de Bois de Boulogne, une infrastructure aquaponique. Notre objectif, former une relève scientifique et technologique, est sensibiliser au GES et inspirer à des changements concrets dans notre communauté. Tu te demandes ce que c'est l'aquaponie? C'est un système de culture alternatif, novateur, éthique et écologique, parfait pour la production locale d'aliments en milieu urbain. Imagine un écosystème où végétaux, poissons et bactéries travaillent de concert. Pour faire simple, les déchets métaboliques des poissons, qui peuvent être toxiques pour eux, vont être transformés en nutriments par les bactéries du système. Donc ainsi, chacun contribue à la nutrition de l'autre et il y a une recirculation constante de l'eau. Ce super système répond à 5 objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour tenter d'aider la planète. Fonctionnant toute l'année, il utilise beaucoup moins d'eau que la culture de poissons régulière. Il favorise l'accès à des aliments frais et locaux, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport. Puis, il contribue à la sécurité alimentaire d'un territoire de façon équitable.
Voilà pourquoi la construction d'une infrastructure aquaponique au collège est un projet innovateur qui s'inscrit bien dans les ambitions des Nations Unies. Alors si toi aussi tu veux être un acteur du changement et faire la différence, jette un coup d'œil à l'aquaponie. Donc, oui, c'était une de mes anciennes étudiantes qui a participé notamment à parler un peu plus du système aquaponique, puis qu'est-ce que c'est et comment il peut contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Donc, en résumé, vous l'avez entendu dans la vidéo de la cohorte 2 qui a été présentée, donc c'est intéressant. Puis également par mon étudiante. En gros, c'est un système alimentaire alternatif qui permet de faire une symbiose, somme toute, entre l'aquaculture, qui est l'élevage de poissons ou d'autres organismes aquatiques, et l'hydroponie, qui est la culture hors sol, souvent avec de l'eau qui est enrichie. Ici, plutôt que d'ajouter des produits donc de nature plus chimique, comme des engrais chimiques, dans l'eau pour permettre la croissance des végétaux, on va plutôt, comme ça a été présenté précédemment, utiliser, dans le fond, la matière organique que les poissons vont libérer dans l'eau, ainsi que les déchets métaboliques, comme par exemple, vous avez l'ammoniac qui est relâché comme déchet métabolique par les poissons lorsqu'ils urinent dans l'eau. Et grâce à des bactéries qui contribuent également dans le système, donc on va convertir l'ammoniac en nitrite et en nitrate. Et le nitrate, en fait, on va pomper cette eau-là qui contient des déchets. On va juste revenir en arrière un petit peu encore, ça va. Donc, on va pomper l'eau, en fait, du bassin qui va contenir ces déchets métaboliques, donc le nitrate, et on va l'amener dans le bac de culture hydroponique, ce qui va permettre, donc, dans le fond, aux végétaux d'aller chercher la forme la plus facilement assimilable, en fait, de nutriments, qui est le nitrate, de nettoyer l'eau et, dans le fond, de retourner l'eau vers les poissons. Donc, il y a une recirculation qui va se faire. Donc, on peut changer, s'il vous plaît. Donc, le projet a commencé au tout début au Collège de Bois-de-Boulogne en 2018 où un conseiller technopédagogique est venu nous approcher pour nous parler d'aquaponie pour une première fois à moi et une collègue en informatique. De là, on a réfléchi ensemble, on a souhaité mettre en place un système, puis ça l'a mené en fait à une action d'aller chercher une subvention auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation à l'époque, donc en 2019, de façon à pouvoir mettre en place un micro-écosystème aquaponique automatisé. Donc, il y avait deux volets. Un volet plus biologique, c'est-à-dire de vraiment mettre en place une ébauche de système. Et dans un deuxième temps, essayer d'informatiser ou d'automatiser, grâce à l'informatique, certaines variables, comme par exemple le niveau d'eau qui était présent dans nos bassins aquatiques. On s'entend que nos bassins aquatiques étaient quand même, somme toute, assez modestes. On parle d'aquariums, au départ quand même assez petits et qui ont grandi un peu à travers le temps. Et ce projet-là, notamment, nous a permis de se familiariser de très près avec cette technologie-là qui est celle de l'aquaponie et en fait d'en développer un outil pédagogique et de l'intégrer dans le cadre de nos cours en sciences de la nature puis en sciences, lettres et arts, de même qu'en informatique. Par la suite, on a eu l'opportunité de pouvoir faire, dans le fond, une demande pour mettre en place un projet de démonstration de laboratoire vivant sur le campus avec SICAN, qui visait à présenter des initiatives plus de l'ordre de l'agriculture qui permettent de réduire les gaz à effet de serre et de sensibiliser également la population à la chose. Alors, ce projet-là se déroulait en 3 temps. Dans un premier temps, c'était vraiment de sensibiliser les jeunes du camp de jour de Bois-de-Boulogne, les jeunes enfants, en fait, à des expériences scientifiques qui permettent de mieux comprendre le principe de l'aquaponie. Dans un deuxième temps, on a intégré également l'aquaponie, on a continué à l'intégrer dans le cadre de nos cours et on en a fait des activités de sensibilisation à l'intérieur du collège, mais également à l'extérieur du collège pour démontrer comment un système aquaponique peut réduire les gaz à effet de serre. Et finalement, dans le fond, il y avait une co-conception de l'infrastructure aquaponique que l'on a fait, donc avec les membres faisant partie de notre communauté, que ce soit les enseignants, les étudiants, les gestionnaires, etc. Cette conception-là, donc de cette conception-là, on a vu un premier concept d'infrastructure aquaponique naître, qui était une serre solaire passive
qui était combiné à un système aquaponique. Et pour pouvoir le mettre en place, c'est là qu'on devait aller chercher donc des subventions supplémentaires pour le construire. Et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé de faire le projet d'innovation sociale qui est également financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Donc, je vous présente dans la prochaine diapo brièvement à quoi correspond en fait ce projet. Il vise sensiblement la même chose que notre projet de laboratoire vivant sur le campus. Il vise à le mettre d'une façon plus active et permanente sur notre campus. Donc, on vise à, oui, sensibiliser notre milieu, mais également le milieu à l'extérieur du collège, la communauté, à l'utilisation d'un système alimentaire alternatif qui permet de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi d'introduire ce système-là de plus grande taille à l'intérieur de nos cours, notamment à l'intérieur du nouveau programme de sciences de la nature, dans lequel on a ajouté un cheminement environnement. Donc, qui vise à amener nos étudiants en sciences de la nature, en pré-universitaire, à pouvoir faire des activités plus terrain et concrètes en lien avec l'écologie. Et dernière chose, donc, dans le fond, ce projet-là vise à mettre l'infrastructure en place pour pouvoir également produire des aliments que l'on souhaite distribuer dans la communauté, soit du collège ou à l'extérieur du collège, dans le but d'offrir de la nourriture à un coût plus acceptable, puis également avec une qualité d'aliments, c'est-à-dire qui est frais et exempt de produits chimiques. Donc, aux gens qui sont peut-être moins, qui ont moins l'opportunité de pouvoir s'en procurer lorsqu'on tente de le faire et qu'ils sont à prix relativement élevé. Donc, dans la prochaine diapo, en fait, je vous présente très rapidement, dans le fond, à quoi ressemble le troisième concept de l'infrastructure aquaponique, là où on en est rendu. Donc, on a commencé par une salle solaire passive. Ensuite de ça, on a finalement changé pour un garage qui était annexé au collège, qui était désuet, qu'on voulait revaloriser en installant l'infrastructure, mais il y avait des enjeux plus techniques là, du bâtiment qui ne nous ont pas permis de le faire à cet endroit. Et donc, notre troisième version se retrouve à l'intérieur du collège. En fait, c'est nos bureaux actuels d'enseignants qui vont être retransformés pour pouvoir mettre en place donc l'infrastructure. C'est quand même un espace qui est grand, qui accueille normalement à peu près 8 enseignants. Donc, si on regarde la prochaine diapo. Donc, vous voyez dans ce système, en fait, à droite, vous avez à droite les bassins qui vont servir à l'élevage de poissons. Donc, pour le moment, c'est du tilapia, mais le système est conçu de façon à pouvoir accueillir d'autres espèces de poissons qui sont relativement tolérants. Si on ne souhaitait pas en faire de la nourriture, par exemple, on pourrait aussi élever des carcoïles ou encore des poissons rouges dans le but de pouvoir peaufiner nos compétences dans la mise en place du système, mais aussi son utilisation pour qu'il soit optimal et devenir aussi une référence pour ceux qui souhaitent se familiariser avec ce système, puis peut-être le mettre en place dans leur propre établissement ou à d'autres fins. Donc, il y aurait 4 bassins, en fait, qui serviraient à l'élevage de poissons, comme par exemple le tilapia, et un bassin de minéralisation que vous avez entendu tout à l'heure dans une des vidéos. Le bassin de minéralisation vise 2 choses. Donc, à prendre, oui, les déchets organiques solides qui s'accumulent dans les bassins de poissons, et qui, par le biais des bactéries, est transformé en minéraux. Et également la transformation, comme je l'ai dit, d'ammoniac en nitrite et en nitrate. Le nitrate étant un nutriment qu'on utilisera pour nourrir donc nos végétaux. L'eau ensuite va passer à l'arrière complètement du local. Vous voyez 4 bacs qui vont être de la culture en média, donc c'est avec des billes d'argile. L'eau enrichie de nutriments va donc se rendre dans ces bacs de culture qui vont contenir des végétaux de plus grande taille, comme par exemple des plants de tomates ou des plants de concombres. Les billes d'argile servant principalement à soutenir les plants comme la terre peut le faire. Et finalement, de l'eau circulera complètement à gauche sur l'image dans des tubes de NFT. Donc, ce sont des tubes dans lesquels, comme vous le voyez avec les laitues sur l'image, donc l'eau va circuler à l'intérieur de ces gouttières. Et dans le fond, les végétaux plus de nature feuillue, comme les laitues ou les fines herbes, donc vont pouvoir y croître. Nous aurons 4 étages comme ça de gouttières
NFT. Donc, dans la prochaine diapo, plus rapidement, donc vous voyez à peu près à quoi peut ressembler en fait l'installation, un peu plus en couleur. Donc, vous voyez les bassins d'élevage de poissons, recouverts notamment pour diminuer la lumière, puisque les poissons sont quand même sensibles également à l'éclairage. Vous voyez les 4 étages notamment, là, où seront les gouttières NFT. On peut passer à la prochaine diapo. De la même façon, pour se donner un ordre d'idée de grandeur, donc vous pouvez voir dans le fond des personnages qui ont été ajoutés aussi sur la modélisation, de façon à voir à peu près la taille que représentent les bassins, de même que les installations pour la culture en fait de végétaux. Vous voyez aussi qu'au centre, il y a un évier, il va y avoir probablement encore quelques modifications, puisque dans le fond, cette version-là est la version 3 préliminaire que je vous présente aux enseignants de biologie et aux gestionnaires de façon à trouver ou s'assurer que ce qui sera mis en place réponde vraiment aux besoins pour les différentes fins qu'on souhaite utiliser cette infrastructure aquaponique. Et ma dernière diapo pour terminer. Donc, vous avez simplement un petit rappel de l'intérêt d'un tel système alimentaire. Dans un premier temps, comme je vous l'ai partagé, ce système-là est exempt de produits chimiques. Donc, on ne peut pas, par exemple, asperger nos végétaux d'insecticides parce qu'on aurait une contamination. On va plutôt essayer de se tourner vers du biocontrôle. Et ça peut être des sources, notamment, d'expérimentation que l'on peut faire avec nos étudiants. Donc, c'est quand même très, très enrichissant aussi d'un point de vue pédagogique. En plus de ça, le système aquaponique, un des intérêts, c'est vraiment d'un point de vue de la recirculation de l'eau. Donc, normalement, si on faisait la même culture, le même niveau de culture en terre, ça prendrait environ 90% plus d'eau pour faire la même culture, arriver avec le même résultat en termes de nourriture qu'on peut offrir. De la même façon, si on pense juste à l'élevage des poissons, le fait d'avoir une station de déminéralisation et de pouvoir réutiliser l'eau une fois qu'elle a passé dans nos installations où font la croissance des végétaux, et à ce moment-là, on réduit de 99% l'eau nécessaire pour pouvoir faire l'élevage de poissons qui peuvent servir à nourrir effectivement les individus. Donc, et je terminerai aussi en disant par rapport à l'eau, que l'eau qui est rejetée éventuellement dans l'environnement est tellement quasi pure qu'on peut la rejeter littéralement dans les conduits d'égouts réguliers, puisque la charge, en fait, qui est présente, là, elle est tellement minime, la charge organique qui est présente est tellement minime que ça ne représente pas une source de contamination. Puis, en conclusion, un autre intérêt d'un tel système alimentaire alternatif, c'est tout le transport, en fait, des aliments qui est évité puisque vraiment tout, à la fois les végétaux et à la limite les poissons, si on choisit de les consommer, donc n'ont pas à être transportés. Ils sont utilisés au moment où ils sont prêts. C'est quelque chose qu'on peut faire 365 jours par année. Au Québec, c'est pas négligeable. Et on n'a pas besoin de faire du transport, notamment en camion, de différents aliments qui nous proviennent de différents endroits à travers le monde. Donc, ça nous permet d'avoir une culture qui est réduite, en quelque sorte, les émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, c'est un super projet rassembleur qui implique sensiblement toutes les sphères au sein du collège, les sphères de personnel, les sphères d'activité. Et puis, on est très fiers de pouvoir le mener et on devrait le voir le jour du projet, donc au début de septembre l'année prochaine. Excellent. Merci, Chantal. Vous avez quelque chose à être fier, là. C'est vraiment inspirant. Puis j'espère que d'autres collègues vont voir ça puis vont pouvoir penser à faire quelque chose sur leur campus. Je peux laisser quelques minutes s'il y a des questions. Au pire, s'il y a des questions plus tard, c'est correct aussi. J'en vois pas tout de suite. Donc, on va passer à Lanchi pour la prochaine présentation, mais n'oubliez pas, si vous avez des questions pour Chantal, vous pouvez les laisser dans le chat ou on peut passer à d'autres questions après les 2 autres présentations. Donc, Lanchi nous arrive dans mon temps, c'était le collège ou la cité collégiale. Maintenant, collège La Cité. Donc, Lanchi, je te cède la parole.
Merci beaucoup, Dina. Bienvenue et merci d'être là aujourd'hui. Mon nom est Lanching Guyenwicks et je suis la directrice du service des immeubles et de la protection pour le Collège La Cité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de démonstration dont nous avons eu la subvention de Collège et Institut Canada pour faire de l'intelligence, pour utiliser l'intelligence artificielle dans la gestion des matières résiduelles. Alors, prochaine diapo. Ce qu'on voulait faire avec ce projet, c'est d'adresser les 4 objectifs de développement durable que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est sûr que le cycle, c'est qu'on veut utiliser Oscar pour démontrer comment la technologie, qui est un peu parfois épeurante, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose un peu épeurant, mais qu'on peut utiliser dans ce cas-ci pour influencer le comportement humain. Puis comment qu'on peut, en faisant ça, améliorer la gestion des déchets et évidemment réduire les gaz à émissions de serre. Donc, diapo suivante. Donc, je vous présente Oscar et on rigole souvent parce qu'on se dit, pourquoi Oscar? Pour ceux et celles d'entre vous qui ont grandi avec Sesame Street, vous vous rappelez que Oscar, c'était le petit monstre qui mangeait, qui vit dans la poubelle, là, finalement. Mais on a une version beaucoup plus... elle est vraiment très slick, là, comme on dit en anglais, d'Oscar. Alors, nous avons installé 2 stations de tri qui s'appellent Oscar dans la cafétéria principale du collège en septembre dernier. Et ce que vous voyez là, c'est Oscar sous sa forme actuelle, qui a un écran qui montre, si vous voulez, où chacun des objets ou les déchets les objets qu'on veut jeter vont dans l'espèce de comptoir qui est là avec divers ouvertures là, et qui montrent là, c'est où le liquide, ou les déchets de papier et tout le composé organique, etc. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Pourquoi on veut utiliser Oscar? Une des choses, c'est que Oscar indique aux gens où ils doivent mettre leurs déchets et il fournit la rétroaction pour leur faire savoir s'ils ont trié correctement. Et étant donné que nous sommes un collège de technologie, je pensais que ce serait le fun de faire participer les gens. Donc, si vous pouvez voir à l'écran, là, une démonstration qu'on en a fait, là, on montre quelque chose et puis Oscar nous dit, vous avez bien fait ça ou non, ça n'allait pas là. Et en même temps que nous avons installé Oscar, nous avons amélioré notre infrastructure de gestion des matières résiduelles. Tu veux passer à la prochaine diapo? Donc, avant, ce qu'on n'avait pas, c'était vraiment des bacs pour le compostage. Donc, nous, on a maintenant installé des bacs de compostage partout. On a vraiment finalement faire une image miroir là, de la station avec Oscar à part du liquide, évidemment. Là. C'est un peu plus difficile à gérer le liquide, mais on a installé des bacs extérieurs, par exemple, et comme vous pouvez peut-être voir à droite en bas, on indique même où les gens peuvent mettre les déchets organiques de leurs chiens, parce que notre campus est un favori pour la communauté vivant à côté de chez nous, en fait. Donc, on a remis la signalisation dans tous les centres de tri et on a, comme je disais tantôt, là, mis des réceptacles là, pour le compostage, pour les déchets organiques. Suivant, s'il vous plaît. Donc, on a eu un événement de lancement et ce qu'on a fait, c'est que on a encouragé la participation des étudiants de la communauté collégiale. On avait fait
une espèce d'arbre où les gens peuvent inscrire leur nom et se mettre leur nom sur ce stable-là. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a essayé de faire à plusieurs reprises, en fait, au lancement de Oscar, mais au courant de l'année aussi, pour inciter les gens à participer puis à mettre les déchets aux bons endroits. Si tu veux passer à la prochaine. Donc, je ne vais pas vous faire mourir avec les petits chiffres, là, tout ça, mais on a réduit, on a fait des inventaires de déchets, on a fait des inventaires avant Oscar et après Oscar, et on a évidemment calculé les émissions GES à partir de là. Donc, je vais rendre mes données disponibles, là, vous allez le voir dans le rapport de CICAN, mais tout ça pour dire qu'on voit une baisse du mauvais, une baisse des déchets qui sont mal placés et on a amélioré, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Tu veux passer à la prochaine, s'il te plaît? Donc, on a vu le changement de comportement grâce à Oscar. On a été capable de voir que on a été capable d'augmenter la précision dans le tri des déchets. Et ce qui est vraiment super le fun avec Oscar, c'est que Oscar garde toutes ces données-là, est capable de sortir les données à tous les mois et même à tout moment, en fait. Donc, je suis capable de voir, ben là, tu sais, au mois de septembre, les gens étaient juste pressés à peu près 38 puis rendus à décembre, là, ils sont rendus à 47 de précision. Là. Fait que c'est vraiment encourageant. Tu veux passer à la prochaine? Puis, ce qui est intéressant aussi, encore une fois, je m'excuse, là, c'est très petit, mais ce que Oscar est capable de me dire, c'est que c'est quoi les différents types de déchets. Donc, les serviettes de table, les boîtes alimentaires réutilisables, les boîtes alimentaires compostables, et on est capable de voir c'est quoi le changement dans ces articles-là qui sont mal triés. Je peux vous dire que c'est terrible, là, mais les serviettes de table utilisées sont les plus mal triées. Alors, les gens vont mettre ça dans du papier, mais en fait, lorsque les serviettes sont utilisées, ça devrait aller dans du composteur, en tout cas à Ottawa. Je ne sais pas dans les autres régions comment c'est considéré, mais à Ottawa, c'est considéré comme du composteur. Alors, ce qui est important, c'est que si tu veux aller à la prochaine, c'est qu'on a été capable de... Oh, excuse-moi, passe à la prochaine encore. Ah, voici. Ce que je voulais montrer, c'est qu'avec Oscar, l'intelligence des données, excuse-moi, Sandra, passe avec l'écran qui dit « Merci de prendre un moment ». Voilà. Avec Oscar et les données qu'on est capable de voir, j'étais capable de modifier les messages qu'Oscar montre lorsqu'il n'est pas en utilisation. Alors, ces messages-là pour dire les serviettes vont dans des déchets organiques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que là, si le mois prochain, les gens ne savent pas où mettre les bouteilles en plastique, par exemple, je peux faire mettre un autre message qui dit les bouteilles en plastique vont dans le côté plastique. Donc, ça me permet de faire des rétroactions pratiquement là, à tout moment pour m'assurer que les gens continuent ou changent leurs habitudes en tant que tel. Donc, si tu veux passer à celle d'avant, s'il te plaît, Sandra, pour montrer les prochaines étapes. Donc, ce qui est important, c'est, on veut voir, bien évidemment, on a des points forts puis des réussites. Donc, on a augmenté notre taux de détournement global, on a réduit évidemment par ce fait les émissions de gaz de serre. On a augmenté notre capture de déchets organiques, on ne faisait pas ça avant. On a augmenté notre taux de capture pour les serviettes en papier utilisées. On a également augmenté la précision avec l'aide de Oscar du fait que les gens mettaient les déchets dans le mauvais endroit en tant que tel. Et on a aussi mis des messages par rapport à vider votre boîte
réutilisables. Videz les aliments, mettez ça dans du compostage avant de jeter votre boîte et tout ça. Donc, ce que j'apprécie, c'est en fait, c'est pas statique. C'est pas juste une poubelle avec un écran, puis qu'on est obligé d'aller voir, de faire des inventaires à tout bout de champ pour essayer de comprendre. Oscar me permet ça, de faire ça pratiquement. Et comment Oscar arrive à distiller d'un déchet? Chantal, je te réponds, il y a eu une courbe d'apprentissage pour Oscar. Alors, pendant 3 semaines de temps, on a montré des choses à Oscar, puis il nous a donné une rétroaction. Puis on dit, ah non, Oscar, c'était pas bon ça. Ça devrait aller dans ça. Il y a eu une interaction, il y a eu un apprentissage humain pour commencer, mais je dois t'avouer qu'après 3 semaines, là, Oscar, c'était vraiment fantastique. Ça a appris très bien. Donc, si tu veux passer à la diapo qui dit là, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Excuse-moi, j'ai pris ça un petit peu hors continu. Les prochaines étapes. Alors, on se rend compte qu'il y a des progrès qui ont été faits et ça amuse énormément les étudiants. Alors, ils vont là, ils me leur montrent le téléphone, Oscar dit non, ça ne va pas dans les déchets, ça va dans tes poches. Ils leur montrent le verre Tim Hortons qui lui dit, bon, ben là, tu vas mettre le couvert à tel endroit, tu vas mettre oublie pas de vider ton liquide, mettre le couvert à tel endroit, mettre le verre à tel endroit, donc, c'est le fun. Les étudiants se tiennent devant, puis là, comme vous le savez, il y a un écran, donc ça attire beaucoup les étudiants. Ils se mettent devant et aussitôt qu'il y a quelqu'un devant un écran, ben, il y a d'autres mondes qui se joignent à cette personne-là. Donc, c'est un coin qui est le fun et les gens aiment essayer. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je n'ai pas à faire de la sensibilisation en personne à tout bout de champ. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des sessions de sensibilisation en début d'année, on faisait des suivis, etc. En ce moment, Oscar le fait pour moi, il sensibilise les gens pour moi lorsqu'ils sont à ces centres de tri-là. C'est sûr qu'on a encore des problématiques de tri, donc on va continuer à inciter les gens à participer parce que souvent, ce qu'on a mesuré, c'est que les gens prennent à peu près 3 secondes au centre de tri. Alors, il faut qu'ils prennent un petit peu plus de temps que juste d'aller là puis jeter ça. Pour faire vraiment un bon tri. Mais on va essayer encore de continuer à engager en personne. On va utiliser, on planifie faire des ressources multilingues parce que notre population n'est pas nécessairement unilingue francophone. Et on va regarder le compostage sur place. Je vais utiliser un des projets pilotes que CIACAN a fait avec un autre collège pour essayer de faire ce projet de compostage-là chez nous. Et évidemment, il y a eu un rapport final qui a été remis à CIACAN à la suite de nos résultats. Alors, c'est à peu près ça ce que j'ai. Je pense que la dernière diapo, Sandra, c'est une diapo de remerciement de l'appui de CIACAN dans ce projet. Oui, Chantal. Je me posais la question, la façon dont la détection du déchet est faite. Oui. Est-ce que c'est une caméra unique dans le bac, en fait pour chacun des compartiments, ou c'est une espèce de caméra qui détecte 360 degrés, qu'est-ce qui va passer? Oui, c'est des caméras, en fait, qui détectent 180 degrés. Elle ne détecte pas en arrière, si tu veux, OK. elle est directionnelle, mais elle est capable de voir, si tu veux, la longueur du meuble qui contient les bacs, si tu veux. OK. Puis, quand le Oscar ne reconnaît pas le déchet, j'imagine qu'il l'identifie comme inconnu. C'est ça. Il n'identifie pas comme inconnu, si tu veux, là, devant le client. Là. Il va dire déchet, mais il garde ça pour que moi, je puisse en arrière aller analyser le fait qu'il y a des choses qui sont inconnues. C'est quoi ces inconnus-là? Super, merci. Merci. Moi, j'ai une petite question. Si on se trompe, là, on a mis dans le mauvais bac, on ne va pas retourner dans le bac chercher. C'est quoi quand vous allez l'identifier, quand Oscar dit, ah, ça, c'était pas le bon bac, la personne fait quoi?
On le laisse Tu comme ça. ris, hein, Puis... Dina, mais il y a quelqu'un qui. J'ai vu du monde plonger OK, la parfait. main pour aller chercher ça. Puis dire, oups! Parce que ce qui est le fun, puis dans le fond, on a. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde. OK. Mais là, on a mis, là, bon, écoute, on ne vous voit pas, là, on n'a pas d'enregistrement, puis on n'enverra pas la police environnementale après vous, quoi que ce soit. Là. Mais souvent, les gens vont aller rechercher. Puis nous, l'entente qu'on a avec nos gestions, notre compagnie de déchets, c'est qu'on a une marge d'à peu près 10 des contaminations. OK. Excellent. C'est l'intelligence artificielle, là, c'est fameux les choses que ça peut faire, puis ça peut nous aider à réduire. Puis votre réduction de 23 c'est un excellent début. Puis j'imagine dans 1 an, ça va être beaucoup plus que ça. Donc, Je serais curieuse de voir ouais, une nouvelle session parce que c'est toujours des nouvelles cohortes. Donc, il y a quand même c'est vrai. de la formation que tu dois C'est ça. donner puis de l'intérêt que tu dois soutenir finalement. Mhm, mhm. Excellent. Bon travail, Collège Le Cité. Bon, là, on est à notre 3e présentation. Ah, désolée, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on a posé quelques-unes à Lanchi. Si pas pour tout de suite, vous pouvez les laisser dans le chat, puis on peut passer par après. Donc là, je cède la parole à Pascal du Cégep du Vieux-Montréal. Bien, bonjour tout le monde. Merci pour ces présentations-là qui sont très inspirantes aussi. Puis je pense qu'on n'a jamais trop de chiffres. Je pense que les chiffres peuvent être parlants. Puis je pense que ça devient quand même impressionnant d'avoir ces données-là puis comment les mettre en perspective pour apporter des changements de comportement. Mais moi, je trouve ça très éclairant. Donc, félicitations pour votre présentation. Donc, le projet du Cégep du Vieux-Montréal, c'est un projet de réaménagement d'une entrée secondaire en entrée verte. Donc, je m'appelle Pascal Labonté, je suis conseiller en environnement. Plus particulièrement, je travaille pour le Bureau de l'environnement et de l'innovation. Donc, il se veut un bureau qui se veut un catalyseur d'idées, de projets, d'idéation aussi, qui permet d'avoir une approche transversale avec l'ensemble des directions, l'ensemble des services aussi, pour faire émaner des projets en action concrète aussi. Dans le fond, il faut souvent se laisser le temps de bâtir le projet, mais l'idée, c'est de travailler tant sur le point de vue de la gestion, mais également aussi, sans perdre de vue notre mission qui est éducative aussi, donc travailler avec les départements et les enseignants aussi pour favoriser ce changement-là. Donc, tu peux aller à la prochaine diapositive. Dans le fond, le réaménagement d'une entrée, vous le voyez, c'est quelques photos de notre entrée. Ça peut être inspirant, ça peut être désagréable à voir aussi à l'œil, mais comment apporter du changement à l'intérieur d'un bâtiment, je pense que ça devient très pertinent. C'est un projet qui est très ressources matérielles, je vous dirais, mais au contraire, c'est un milieu de vie qu'on veut développer et c'est là-dessus qu'on s'est penché justement avec un de nos programmes qui est design de présentation et design d'intérieur aussi. Donc, comment réaménager l'espace, comment le mettre en valeur justement, puis refléter un peu le côté vivant de la vie étudiante aussi. On est près de 6400 étudiants qui passent, puis quand on parle d'entrée secondaire, on a 3 entrées, je vous dirais, mais ça fait quand même beaucoup de mouvements à cet endroit-là. Donc, il y a quand même une vie qui est importante à développer. Et souvent, à l'intérieur d'un bâtiment, mais il y a toute la gestion des espaces auxquels souvent on manque d'endroits pour pouvoir se déposer, pouvoir se ressourcer ou pouvoir faire des activités. Donc, vous voyez, c'est quand même un espace qui est attrayant. C'est vitré, dans le fond, ça donne une perspective sur l'extérieur. C'est sur 3 étages. Donc, il y a des possibilités aussi d'aménager l'espace qui est à l'intérieur du bâtiment, mais de revoir tout l'aspect extérieur, surtout si on parle de favoriser la mobilité active, donc les déplacements en vélo. Donc, il y a une façon de pouvoir réorganiser cet espace-là. Et juste en bas, ce n'est pas illustré, mais on a des jardins, donc on a des espaces végétaux, même si on est en plein centre-ville. On a certains endroits qui permettent d'aborder les thèmes d'agriculture urbaine ou de plantation extérieure aussi. Fait qu'on le voit, l'espace qui était présentement là était peut-être sous-utilisé. On voit des tables de baby-foot, donc qui favorisent la détente d'une certaine façon par le jeu, mais peu de place était disponible pour les étudiants. On voit des espaces de travail, 2, 3 bancs ici et là. Donc, cet endroit-là était sous-utilisé. Donc, nos étudiants en design de présentation nous ont amené un beau concept. Et l'idée, encore une fois, c'est de développer des projets pour les étudiants, avec les étudiants, mais c'est encore mieux quand ça s'inscrit dans le cadre de cours avec les enseignants. Tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, on s'est servi justement d'un réaménagement au préalable, puisqu'il y a 2 locales qui se sont fait transformer, qui sont juste à côté. Vous voyez le projet Transformé qui se veut un atelier d'éco-design, dans le fond,
qui est un endroit de recherche appliquée qui vise le développement, la diffusion de connaissances en éco-conception principalement. Mais c'est un endroit qui favorise l'expérimentation, la création artistique, qui touche souvent, on va dire, la réutilisation, la récupération de matériel, de matériaux de plastique principalement, mais également travailler sur la biofabrication, donc considérer des alternatives. Notamment, on a introduit justement le mycélium, donc favoriser justement des nouveaux matériaux. Donc, on essaie de développer nos différentes cultures à cet effet-là pour produire différents produits. Et au niveau de la valorisation des plastiques, ben, on sort du circuit conventionnel. C'est beau récupérer des bouteilles d'eau, c'est beau ramasser des attaches de pain, c'est beau ramasser justement des petits bouchons en plastique aussi. Mais on ramasse également des produits qui ne sont pas nécessairement valorisables sur le marché, c'est-à-dire des rasoirs, des brosses à dents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi? Fait qu'évidemment, ce n'est pas des déchets qui sont générés à l'intérieur du bâtiment, mais ça l'amène justement à une réflexion en ce sens-là. Et dernièrement, on a introduit aussi un projet qui permet de valoriser les petits pots de pilules qu'on retrouve en abondance dans les pharmacies aussi, qui se ramassent dans un bac, mais c'est des produits justement qui sont non seulement faciles à traiter, mais on n'a pas besoin de les décontaminer la plupart du temps parce que c'est des produits, je vais dire, plus inoffensifs, pas le contenu, mais le contenant en soi. Donc, on s'est associé aussi à des pharmacies qui nous permettent de reprendre un grand nombre de produits ou de flacons en plastique pour les transformer en produits intéressants. Donc, c'est l'atelier Eco-Design qui est installé à cet endroit-là. C'est un endroit qui est accessible à tout le monde. Juste à côté, on a développé une classe techno-pédagogique qui se veut un genre de lieu d'idéation, lieu de création aussi, avec des tableaux, avec justement des tableaux interactifs aussi, qui est un genre de hub environnemental, je vous dirais. Fait que ça amène une certaine vie dans le cégep aussi, qui permet de réfléchir à apporter des changements. Oui, c'est en lien avec les projets pédagogiques, mais qu'est-ce que les étudiants ou qu'est-ce que la communauté veulent voir changer au Cégep du Vieux-Montréal? C'est aussi l'occasion pour nous de développer des ateliers. Quand on parle d'agriculture urbaine, si on parle même d'aquaponie, est-ce qu'ils veulent des projets d'aquaponie? Est-ce qu'ils veulent aller plus loin au niveau d'une production de serres agricoles au Cégep? Donc, les idées, tout est possible. Et c'est ce lieu-là qui est utilisé excuse-moi, je viens de voir le commentaire de Lenchi dans le chat. Et ce lieu-là sert également au collectif qui s'appelle Reproduit, qui est un collectif qui, justement, anime des projets à l'atelier Eco-Design. Donc, au départ, c'était offert seulement aux étudiants de design industriel. Maintenant, c'est ouvert à tous. Et on a même réussi à construire un cours pédagogique et analyse de cycle de vie qui permet justement, en 15 semaines, d'explorer des avenues potentielles et d'expliquer aux étudiants en soi c'est quoi une analyse de cycle de vie du berceau au tombeau pour mieux contrôler les intrants et les extrants qui sont produits au cégep aussi. Donc, ça amène une belle collaboration des étudiants qui sont de différents profils, différents secteurs, autant des étudiants en sciences de la nature, autant des programmes techniques aussi. Donc, ça permet de couvrir un petit peu plus large. Donc, à ça, il restait l'espace juste à côté, s'inspirer, se ressourcer, comment développer un milieu de vie adéquat, encore une fois, un espace de détente, un espace d'inspiration et de faire parler un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres et au niveau de notre bilan carbone, donc la production du GES au cégep. C'est peut-être pas très sexy, mais on cherchait justement un endroit justement pour faire parler nos chiffres, justement pour amener les étudiants à mieux comprendre certains enjeux. Tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, le projet, au départ, c'est ça, c'était quand même un lieu de concept d'entrée verte, vivre la nature par l'intérieur, la prolongation de l'atelier Eco-Design, comme je l'ai mentionné, mettre de l'avant notre démarche de carboneutralité, puis aussi de comment amener un espace vert à l'intérieur, mais que ça soit quand même facile d'entretien et tout ça. Le projet initial, c'est évidemment une belle murale verte, dans le fond, un mur vert, vraiment qui se veut impressionnant. Ça permet, encore une fois, d'amener, de développer un genre de côté artistique. C'est comme une œuvre d'art vivante, si on veut. Puis ça améliore d'une certaine façon la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Mais c'est quand même très complexe à entretenir et nos recherches nous ont amené à travailler notamment avec le Collège de la Cité, Collège Marianopolis, Collège Dawson à Montréal, la Maison du développement durable pour justement voir
qu'en est-il de l'entretien d'un mur végétal de la sorte? C'est quand même très complexe. Ça peut être beau au départ, mais à long terme, des fois, peut-être qu'il peut y avoir certaines problématiques aussi et l'entretien peut coûter extrêmement cher. Donc, on a dû revoir ce concept initial-là. Et quand on parle aussi de coûts, souvent, ça l'explose ou les coûts peuvent être astronomiques quand on décide de refaire une entrée secondaire ou une entrée sur 3 étages. Qu'est-ce qu'on veut vraiment aussi? Donc, le mur végétal a été exclu du projet et on a pu revoir le concept complètement avec une firme d'architectes que tu peux aller à la prochaine diapositive. Dans le fond, c'était de refléter les valeurs du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, on s'est basé un peu sur un concept de ruelle verte. Donc, le choix des couleurs devenait super attrayant. L'espace, sans qu'il soit grandiose, est quand même assez limité. Et on voulait avoir quelque chose de simple. C'est un peu une richesse, une particularité de Montréal aussi. Et présentement, justement, dans toutes les démarches d'éco-citoyenneté, les citoyens sont invités à se réapproprier leur espace, leur milieu de vie. Donc, la ruelle fait partie pour plusieurs secteurs de la ville, peu importe l'arrondissement, d'un milieu qui est adéquat avec des couleurs qui sont dites pastel. Les enfants peuvent courir, les enfants peuvent jouer. C'est un moment où c'est plus tranquille parce qu'évidemment, la voiture n'a pas sa place à cet endroit-là. Donc, on s'attarde davantage aux couleurs, on s'attarde davantage aux formes, on s'attarde à la verdure aussi. Ça m'amène à vous présenter le concept à la prochaine diapositive. Donc, c'était le concept qui nous a été présenté justement et dans un concept d'initiation, d'inclusion sociale aussi, il faut tenir compte justement de la mobilité réduite de certaines personnes. Donc, sans reproduire un modèle, je vais dire, de centre d'achat commercial, on a revu justement les formes, encore une fois, via des bacs de plantation qui permettent d'avoir différentes couleurs, que ce soit des rectangles, que ce soit des carrés, que ce soit des cercles aussi, des cylindres aussi. On a revu le choix du mobilier, soit des 2 places, soit des 1 place aussi. Et on voulait que ça soit une zone débranchée, on voulait que ça soit une zone déconnectée aussi. Oui, c'est possible d'utiliser son cellulaire, mais on ne voulait pas nécessairement que ce soit des lieux que les jeunes, les étudiants viennent recharger leur cellulaire aussi. Donc, on a revu tout ça et on a voulu exploiter le deuxième palier, dans le fond, pour avoir des plantes qui puissent descendre aussi à cet endroit-là. Donc, on a revu le concept sur 2 étages et en fonction de l'éclairage qui rentre, ça permet d'avoir quand même 6 zones distinctes au niveau de l'éclairage et au niveau de la variété des plantes qu'il fallait inclure aussi. Et par ça, on avait prévu justement un système d'affichage par un écran conventionnel pour pouvoir favoriser les technologies, diffuser de l'information, de parler de notre carboneutralité. Mais au contraire, on a introduit justement, comme la ruelle, comme certains endroits à Montréal, un système de corde à linge qui n'est pas encore en place et c'est ça qui s'en vient prochainement. Donc, un système de corde à linge qui va permettre d'intégrer justement différents éléments visuels qui, je vous dirais, qui va être plus coloré ou en lien avec ce qui a été introduit au niveau du mobilier, l'équipement pour les plants qui sont sur place aussi. Donc, il y aura un éclairage aussi, puisque dans un cycle saisonnier, l'été, c'est une zone qui est très lumineuse due à la fenestration, mais quand arrive l'automne, on sent que la lumière diminue aussi. Fait qu'un petit éclairage d'appoint devrait permettre une atmosphère un petit peu plus feutrée qui devrait quand même amener une utilisation adéquate de cet espace-là et sans perdre de vue que pour résister, les plantes ont besoin quand même d'un éclairage adapté par rapport à ça. Fait que ça a été quand même quelque chose à concevoir aussi. Tu peux à la prochaine diapositive. Donc, on a reçu les plans, ça, dans n'importe quel projet, c'est sûr que il y a toujours des défis et le délai de production aussi quand on fait concevoir justement du mobilier qu'on souhaite de création québécoise, qu'on a travaillé justement avec des firmes de réinsertion sociale dans la plupart des cas, mais on voulait avoir des produits qui sont faits au Québec. Donc, Urban Pot, c'est eux qui ont conçu justement nos pots et qui sont basés sur la rive sud à Brossard, si je me souviens bien aussi. Et notre mobilier aussi qui devait arriver au début septembre subit un peu un certain délai aussi. Donc, on a travaillé avec Bois Urbain, donc qui permettait aussi d'avoir du mobilier adapté fait à partir du frêne, notamment avec du frêne recyclé ou du frêne qui est valorisé par la Ville de Montréal dans différents projets. Donc, ça nous amenait un accès à ce produit-là. Donc, c'était quand même super important pour nous. Donc, on voit la plantation qui s'est faite
pendant le mois de juillet dernier aussi. Nous qui voulions la faire au mois d'avril, où ce que l'abondance était quand même très importante au niveau de la sélection. Mais évidemment, il fallait faire avec. Quand on arrive en juillet, bien, le choix des plantes est limité aussi. Puis on est dépendant à qu'est-ce qu'on a à proximité. Donc, on a travaillé avec Pépinière Jasmin quand même, qui est à proximité du cégep. Tu peux passer à la prochaine diapositive. Pour le responsable, je vois la question aussi, le responsable des végétaux, on a la chance d'avoir un jardinier au cégep. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, dans les tâches du jardinier qui relèvent des ressources matérielles, je vais dire oui, c'est un vrai jardinier. Il y a une formation horticole. Puis, justement, ça a été dur à trouver parce que notre jardinier était malade cet été, donc il a été remplacé par un autre. Donc, tous les espaces verts extérieurs sont entretenus par notre jardinier. On intègre maintenant des plantes intérieures, donc c'est le jardinier qui en prend en charge. Et on a la chance aussi d'avoir une serre qui est dans un stationnement, dans notre stationnement, le P5. On a une serre souterraine, justement. Et c'est différents projets éducatifs qui émanent aussi au sein des activités de la vie étudiante. Donc, le jardinier est complémentaire. Donc, il y a un volet pédagogique d'accompagner les étudiants, et notamment pour tout ce qui est plantation extérieure cette année. Aucun bulbe, bien, les bulbes sont rentrés, sont conservés à l'automne. Donc, il y a tout un volet justement pédagogique, autant que les étudiants s'y intéressent de plus en plus pour produire des plantes comestibles, mais également l'agriculture, la lutte aux parasites aussi, c'est un enjeu qui est important. Le bouturage, donc ça sert à plein d'activités de financement auxquelles le jardinier collabore avec des étudiants, mais également avec des membres du personnel. Donc, on voit un peu le projet de la façon qu'il a été installé. On voit justement les plantes, qu'est-ce que ça donne. C'est quelques photos parce qu'on n'a pas encore signé, on n'a pas encore initié notre projet ou fait le lancement officiel parce qu'il nous manque le mobilier et il manque notre système d'affichage aussi qui sera en place normalement d'ici la fin du mois d'octobre aussi. Donc, on attend tout ça aussi. Prochaine diapositive. C'est sûr, le volet communication, sensibilisation, c'est super important. Puis je pense que c'est important de prendre le temps nécessaire aussi quand on réalise un projet de la sorte aussi, malgré qu'on voulait un mur végétal. Bien, il y a quand même différentes contraintes qu'on l'a vu. Puis vous l'avez vu dans quelques photos, on a une œuvre d'art qui est quand même, qui date de 1960. Donc, une œuvre d'art, on ne peut pas déplacer ça comme on veut aussi. Il y a toujours des coûts de restauration qui l'accompagnent. Et restaurer une œuvre d'art unique, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, ça dépassait déjà en partant le coût du projet. Donc, il était hors de question qu'on déplace l'œuvre. Il faut toujours aussi avoir l'accord justement de la succession lorsqu'on vient pour déplacer une œuvre. Donc, on a évacué ça. Donc, ça amène quand même des contraintes que c'est important justement de bien considérer la chose en partant. Donc, l'inauguration est retardée. Le collectif Reproduit peut utiliser non seulement une classe technopédagogique, mais il peut aussi utiliser cet espace-là pour faire la création en petite équipe de 3-4 personnes. C'est super important, super inspirant. Puis, on le voit aussi de plus en plus, l'atelier pédagogique amène ce volet-là. Tu peux travailler à l'intérieur d'une classe, mais le lieu extérieur devient adéquat puisque présentement, on a quand même installé du mobilier temporairement à cet endroit-là, mais j'ai bien hâte de voir avec le nouveau mobilier. Qu'est-ce que ça a donné en 2023-2024? Bien, 35 activités éducatives qui ont été développées. On a rejoint 507 participants. Puis déjà cette année, je vous dirais que les activités à chaque semaine se succèdent. Et même pendant la semaine québécoise de réduction des déchets qui s'en vient, il y a une douzaine de formations qui sont structurées justement avec des étudiants, avec des classes, dans le but de réfléchir pour amener des changements ou faire certains produits avec l'atelier éco-design. Donc, c'est moi qui anime ça, mais c'est super inspirant de qu'est-ce qui sortent comme activité, ces étudiants-là, qu'est-ce qui sortent comme idée, comme projet, et ça s'applique dans leur milieu de stage. Si je prends éducation spécialisée, on réfléchit à l'interne, mais quand ces étudiants-là vont en milieu de stage, bien, ils vont faire des projets notamment axés sur le déchet ressources. Donc, ça se veut inspirant aussi. Prochaine diapositive. Voilà l'œuvre que je voulais vous présenter aussi. Ça a été vraiment l'obstacle majeur à la réalisation de la murale verte. Au départ, un mur végétal, au-delà que c'est difficile à entretenir, mais cette œuvre-là était difficile justement à déplacer. Donc,
ça a été vraiment une considération, comme quoi, justement, le 4e pilier du développement durable, la culture, est super importante aussi. La culture institutionnelle est importante aussi, mais pas perdre de vue que les arts, ça fait partie d'un tout. Et même chose quand on est en éco-conception, donc on prend des produits, des déchets ressources qu'on retransforme, qu'on met en valeur, mais le résultat est super promoteur aussi et ça sert justement dans différents marchés de Noël aussi, puisqu'on revalorise certains produits. Donc, travailler des firmes externes, bien, c'est plus complexe qu'on pense. La considération de l'entretien, comme on l'a dit, ça prend des personnes ressources qui s'occupent des plantes. C'est quand même beaucoup d'entretien, autant l'été, autant l'hiver, même si c'est moins, mais il faut s'assurer justement que le projet perdure dans le temps. Prochaine diapositive. Puis c'est ça, grosso modo. Moi aussi, j'ai des chiffres, puis on ne va pas s'attarder sur une série de chiffres aussi. Mais c'est ça, mettre en lumière justement nos émissions de GES, je pense que c'est super important, mais c'est difficile à vendre comme idée. Comment qu'on arrive à démontrer nos résultats. Je pense que le Cégep fait bien, malgré une légère augmentation qu'on a connue pour l'année 2022-2023. Et là, je suis en train de cumuler les prochaines données. Mais tout ça s'explique aussi. On voit quand même depuis 2012-2013 tous les gains qu'on a fait au niveau justement de nos GES produits. Je pense que ça se veut inspirant. Et même chose, quelque chose qui est plus concret, c'est notre production de déchets. Et on le voit quand même depuis le retour de la pandémie ou depuis le retour à la normale en 2021-2022, on a diminué de 15 notre production de déchets pour arriver à moins de 70 tonnes métriques de déchets qui sont produits annuellement. Mais encore une fois, ça inclut beaucoup de compost, beaucoup de matière organique et c'est le souhait sur lequel les étudiants veulent travailler. Donc, on a instauré justement une gestion adéquate sur les étages pour valoriser le compost pour l'année 2024-2025. Donc, on travaille là-dessus et après ça, avec des chiffres, je pense qu'on peut rallier des gens, on peut rallier des individus. Donc, on travaille beaucoup à mettre ça de l'avant et ce lieu-là va nous permettre de faire ça. Prochaine diapositive. Puis, c'est ça, donc un bilan, les étudiants sont très contents. On l'a vu justement, les étudiants ont participé justement au défi Impact Climat en créant le trophée pour les lauréats aussi. Fait que ça a été un travail de réflexion. Ça émane justement du collectif Reproduit. Mais les étudiants ont été très fiers. Dans le fond, ils ont valorisé des attaches de pain. Ils ont valorisé des masques qui ont été stérilisés à l'époque de la COVID aussi. Donc, c'est différents produits qui sont utilisés à des fins, justement, dans ce cas-là, de produire un trophée, le trophée du défi Impact Climat. On a parlé justement de l'espace extérieur, que c'est une phase 2. Tout va dépendre des coupures budgétaires qu'on subit présentement dans le réseau collégial aussi. Et même chose aussi, on parle de verdir l'intérieur, on parle de verdir l'extérieur, mais présentement, on a entamé une réflexion sur la création d'un jardin des premiers peuples avec un projet d'herboristerie qui est plus médicinal, qui est plus traditionnel, en lien aussi avec notre programme de soins infirmiers. Fait que tout ça s'inscrit justement dans une perspective de mieux intégrer la notion de Living Campus, de campus vivant, de travailler davantage avec les programmes, avec les enseignants, mais laisser une place de création auprès des étudiants, dans le fond. Et bien, ça se traduit, selon moi, bien, par le défi de faire face à l'urgence climatique. Je pense qu'il y a des enjeux auxquels on doit collaborer. Puis, les étudiants bien, sont une partie prenante essentielle, justement, dans ce succès-là. Fait que quand ils nous challengent sur des projets, bien, nous, on aime bien ça aussi. Donc, ils sont mis à profit au maximum dans le cadre de différents projets de la sorte aussi. Donc, voilà, je pense que ça complète ma présentation. C'est un projet inspirant pour toute la communauté. Je pense qu'il est complémentaire aussi à ce qui se passe dans d'autres cégeps. Puis, sans le soutien de CIACAN, ce projet-là serait resté sur une tablette, évidemment, parce que ça prend toujours les sous nécessaires à pouvoir le mettre en place. Donc, on est très content du résultat, malgré qu'on a hâte de lancer le projet ou l'inaugurer officiellement. Puis, il y a d'autres projets qui s'en viennent, des Vox Pop avec des étudiants en art action climatique aussi. Donc, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Voilà, merci. Excellent. Merci, Pascal. Vous êtes vraiment champion. Mais là, il y a de la jalousie entre Pascal et Lanchi que
OK. Ah, mais En tout cas, ça, on travaille tous ensemble, hein, oui, finalement. Il faudrait mais fusionner les cégeps. oui, c'est ça. Puis on peut tellement apprendre de nos collègues. C'est bon d'avoir un petit peu de compétition comme ça. Donc, bravo à les 3 présentateurs, présentatrices de vos projets. Puis continuez le beau travail. Puis j'espère que ça va inspirer plusieurs personnes à embarquer là-dedans puis faire des projets sur leur campus. Donc là, on est dans un moment, je sais qu'il n'y a pas eu énormément de questions, mais on ouvre. euh, on laisse quelques minutes si jamais il y a des questions entre vous autres par rapport au projet. Ou si vous avez des idées, on peut aussi faire l'exercice un peu en même temps, l'exercice de groupe, s'il y a des nouvelles idées ou des choses qu'on n'a pas de sondage. OK, il n'y a personne qui a participé ou qui a apporté des nouvelles idées. Mais c'est quelque chose il y a quand même la communauté de Impact Climat qui sont là pour vous supporter si jamais il y a des nouvelles choses puis vous voulez un peu de guide. Mélanie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou non? Non, je veux simplement dire merci beaucoup. J'ai pas beaucoup parlé, là. Je faisais un petit peu d'autres choses en même temps. Mais inquiétez-vous pas, je suis multitask, j'écoute, puis je prenais des notes, puis on fait des choses. Mais c'est super inspirant. Moi, je viens de la Naudière, puis j'avais un peu regardé e-naturaliste, Sicane, puis là, j'ai vu qu'on était un petit peu en retard. Mais là, quand j'ai vu la présentation des différents, dans le fond, pro-projets, ben, je me suis dit, je vais aller vous écouter, je vais aller voir ce qui se fait. Donc, j'amène ça dans mon bagage, puis à suivre, là, qu'est-ce qui va se passer peut-être pour le cégep de la Naudière à l'Assomption. Mais merci beaucoup, vraiment très inspirant. Continuez, chapeau. Donc, je vais vous dire bye-bye, merci. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie, Merci, Mélanie. d'être là aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a besoin de passer au sondage ou est-ce que... Non, Latisha. Mais je pense que, mais peut-être que je peux mettre devant vous là, les prochaines diapos, Sandra, pour le nouveau site web. Si peut-être qu'on peut laisser le lien dans le chat, Latisha, parce que sur ce site web-là, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on a travaillé à l'interne, puis ça va permettre à tous nos membres d'accéder à nos rapports, à nos modules de formation pour les enseignants qu'on a développés, aux ateliers déjà enregistrés, aux événements à venir et toute autre ressource. Donc, on vous invite de visiter le site web. Toutes les ressources qu'on a de développées qui sont disponibles gratuitement. Il n'y a rien de gratuit ces jours-ci, mais ces ressources-là sont gratuites pour vous, les membres de CICAN. Il y a aussi un événement qui s'en vient qui est mis en place par Eco-Canada, qui s'en vient le 9 octobre, donc ça s'en vient quand même assez vite. Là, j'avais midi, mais là, je vois 1h15. De midi à 1h15, heure de l'Est. Donc, c'est quelque chose, si ça vous intéresse de participer, il y a le code QR que vous pouvez prendre en photo. Si ça ne fonctionne pas, Latisha va aussi mettre le lien dans le clavardage pour la page d'enregistrement. Pendant cet événement-là, Eco-Canada va expliquer comment vous pouvez obtenir l'accréditation verte sur campus. La session inclut aussi une présentation de 2 des membres de CICAN, donc SAIT, le Southern Alberta Institute of Technology en Alberta, et Sault College moi je dis toujours sud, mais dans le nord de l'Ontario. Donc, si ça vous intéresse, puis c'est de façon gratuite, Latisha, à participer, Sandra? Ou est-ce qu'il y a un coût à participer? Non, C'est gratuit. OK, parfait. À noter que l'atelier simple est uniquement anglophone, par exemple, mais l'équipe d'Impact Climat sont dans le processus d'organiser un événement semblable en français pour supporter nos membres, les participants et les membres francophones. Là, j'imagine que vous êtes déjà tous sur nos réseaux sociaux, que vous nous suivez. Donc, il y a Twitter ou X maintenant, que c'est X, aussi connu comme Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, on vous encourage de participer et de partager vos projets-là. Aussi, si vous avez des rapports par rapport à vos projets, des annonces, des événements, si vous voulez utiliser le hashtag Impact Climat ou Action Climat, ça bâtit une communauté où on peut partager toutes nos bonnes idées et encourager les autres à faire la même chose. Donc, ça termine notre session d'aujourd'hui. Je remercie énormément les présentatrices, présentateurs d'être là aujourd'hui, de partager vos excellents projets. J'ai hâte de voir la prochaine étape ou les prochaines choses qui vont être développées, puis l'impact que vous avez sur les communautés puis les autres participants à aller vers ça, là, puis faire une différence au niveau
de l'action climatique. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut se terminer là. Je vous redonne quelques minutes de votre temps. On apprécie énormément tout le travail que vous faites. Merci beaucoup pour l'invitation Excellent. et Ouais, merci le beau beaucoup. partage. C'était Merci très tout le monde. intéressant. Merci. Excellent, Merci. merci.